Bonjour mes amis et bienvenue de retour. C'est mercredi mes gars. Et 20 à 20 drones russes JED ont survolé la Pologne cette nuit de 1h à 3h du matin. Dans ce laps de temps, la Pologne a déployé son armée de l'air et ils ont abattu quelques-uns des drones, et l'un d'eux a frappé une cible à l'intérieur de la Pologne. C'est une violation de l'espace aérien de l'OTAN et une attaque directe, une attaque armée, une attaque ciblée. Ce n'est pas une erreur, c'est contre la Pologne. La Pologne envisage maintenant d'invoquer l'article 4, pas le 5, mais le 4, qui convoque les pays de l'OTAN pour discuter précisément de cet incident et décider s'ils prennent une action militaire. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue toutes les informations qui sont apparues au moment où je tourne cette vidéo à propos des drones russes qui ont pénétré en Pologne. Je le répète, ce n'était pas un incident, mais un acte très intentionnel. Les drones Jahad ont franchi la frontière et se dirigent vers des villes polonaises. Rapport du groupe de surveillance. Sur leur trajectoire se trouve l'aéroport de Rzeszów, le principal centre d'approvisionnement en armes vers l'Ukraine, qui a maintenant été fermé. De plus, les villes menacées comprennent Chelm, Samoz, Lublin et Rzeszów. J'ai traversé ces 4 villes lorsque je vais en Ukraine, parce que nous allons en Ukraine en passant par la Pologne. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, au sud vers la Pologne, puis à l'ouest et à l'est vers l'Ukraine. À travers toutes ces villes. Donc, j'ai été dans ces villes. Regardons la carte. Vers minuit, ces drones ont été lancés en Ukraine. Beaucoup d'entre eux ont volé vers Kiev avec les missiles, bien sûr, mais environ 10 à 20, un groupe de drones a continué en direction de Lviv, dans la partie ouest de l'Ukraine. Mais ils ne se sont pas arrêtés, ils ont continué jusqu'à atteindre la frontière, et ils ont encore continué. Et à plusieurs endroits différents, pas tous au même endroit, ils ont traversé la frontière vers la Pologne et ont continué à voler et à manœuvrer. C'est important parce qu'il y a une grande différence si ces drones entrent en Pologne en ligne droite ou s'ils suivent des trajectoires en forme de S comme ça. L'un indique un brouillage électronique ukrainien, l'autre indique qu'il s'agissait d'une trajectoire de vol dirigée. Et sur cette carte, vous pouvez voir, mes amis, les trajectoires qu'ont empruntées ces drones. Voyez s'il s'agissait d'une seule trajectoire de vol direct, comme nous pouvons le voir juste ici. Mais il s'est passé d'une trajectoire de vol en forme de S à une trajectoire unidirectionnelle déjà à l'intérieur de la Pologne, où le brouillage électronique ukrainien ne se produisait plus. Tout cela indique qu'il ne s'agissait pas d'un groupe de drones brouillés qui seraient entrés en Pologne par erreur. Ils ont été envoyés délibérément dans l'espace aérien de l'OTAN pour tester comment la Pologne réagit, à quelle vitesse elle réagit et comment l'ensemble du bloc de l'OTAN réagit. Et la réaction se manifeste maintenant, alors que nous parlons. Au moment où vous regarderez cette vidéo, mes amis, vous en saurez bien plus que moi parce que je l'enregistre alors que les informations sortent à l'instant. Mais quel était exactement le déroulement? Où? Vers minuit, jusqu'à 1h du matin. Ils sont entrés dans l'espace aérien polonais et environ 10 à 20 drones, on ne sait pas exactement combien, sont entrés. Et déjà à 1h24 du matin, 2 des drones ont été abattus par l'armée de l'air polonaise. Maintenant. Des drones russes ont déjà pénétré l'espace aérien polonais sans être abattus. Ils sont tombés dans un champ. Mais c'est la toute première fois que la Pologne en abat. Les drones ont délibérément décidé d'agir, ce qui signifie que l'armée de l'air polonaise a vu et a pris la décision que ces drones menaçaient des zones urbaines. Nous devons les abattre. Donc c'est une escalade majeure dans cette guerre. Et un drone a frappé une maison résidentielle en Pologne, dans le village de Wirik, région de Lublin, ce qui a entraîné des dégâts sur les maisons, le toit et une voiture garée à proximité. Bien sûr, ce n'est pas comme des dégâts massifs, pas comme ce que nous voyons à Kiev, où d'énormes explosions secouent même le bâtiments gouvernementaux. Mais tout de même, c'est un territoire de l'OTAN. C'est une maison clairement frappée et détruite par une arme russe sur un territoire de l'OTAN. C'est donc une question relevant de l'article 4, peut-être aussi de l'article 5, nous sommes sur ce territoire maintenant. Pendant que je parle, Donald Tusk discute avec le secrétaire général de l'OTAN. Et ils discutent de la possibilité d'invoquer l'article 4 pour parler de cet incident, puis d'invoquer l'article 5. Cette information reste confidentielle.
Au moment où je fais cette vidéo, je vais vous lire le rapport que l'armée de l'air polonaise, les forces armées polonaises, ont déclaré. Attention. Lors de l'attaque d'aujourd'hui menée par la Fédération de Russie contre une cible en Ukraine, notre espace aérien a été plusieurs fois violé par des drones. Une opération est en cours pour identifier et neutraliser ces objets. Sur ordre du commandant des forces armées polonaises, des armes ont été déployées. Et c'est la toute première fois, comme je l'ai mentionné, car en 2023, un missile russe est entré en Pologne, dans un village frontalier, tuant 2 civils. Le missile n'a pas été abattu et la réaction a été très faible. C'est la première fois que l'armée de l'air polonaise utilise des armes contre des drones russes, et les services marins travaillent activement pour localiser les objets abattus. Et pour illustrer cela, également sur une carte, voici 3 emplacements différents. Certains drones Shahed ont été abattus, mais pas tous. Certains d'entre eux sont retournés en Ukraine en faisant un cercle, et d'autres ont volé puis se sont écrasés dans un champ. Donc il y a eu toutes sortes de résultats pour ces 20 drones. L'un d'eux est en route vers Lviv. C'est ici que nous entrons habituellement en Ukraine depuis la Pologne. L'un se trouve à la jonction de la Pologne, de l'Ukraine et de la Biélorussie, tout près de la connexion entre ces 3 pays. Et l'autre est près de Brest, la ville. Ce sont 3 endroits confirmés où les Shahed ont été abattus ou retrouvés au sol, mais il y a beaucoup d'autres endroits qui n'ont pas encore été identifiés. La Pologne a annoncé que ses forces continentales sont en alerte maximale, impliquant l'arrivée de réservistes supplémentaires. Ce n'est pas un ordre de mobilisation, mais une alerte maximale. Dans les armées de l'OTAN, il existe différents codes de danger, des codes de menace, et ils sont montés de 2 niveaux. Cela signifie qu'un certain nombre de réservistes, ce qu'on appelle la réserve chaude dans l'armée de l'OTAN, dans les armées de réserve. Ce ne sont pas tous les réservistes, mais les plus essentiels. Les réservistes qui viennent juste de terminer leur service militaire, par exemple, sont rappelés pour une période limitée. Le vice-ministre de la Défense polonais a annoncé que tous les services de sécurité sont en alerte maximale et qu'une opération militaire vise à neutraliser des intrus dans l'espace aérien polonais. Si la même chose arrive en Estonie, par exemple, si 1, 2 ou 3 drones Shahed y pénètrent accidentellement et que l'un tombe sur une maison, l'Estonie met ses forces armées en état de préparation élevé et fait appel aux réservistes d'urgence. Je serai rappelé, je serai mobilisé simplement pour être prêt, faire ce qui est nécessaire et rester avec mon unité militaire pendant la semaine suivante, 2-3 semaines. Dès qu'il détermine le code de menace redescend à nouveau. Je vais maintenant vous donner une liste des forces aériennes activées, car il n'y avait pas que la Pologne. Non, l'OTAN et plusieurs pays ont déployé leurs forces aériennes. Vérifiez vous-même. 3 drones russes ont pénétré l'espace aérien polonais depuis l'ouest de l'Ukraine. Plus de 100 drones russes et près de 40 missiles détectés dans le ciel ukrainien. C'était une attaque massive de missiles. La Pologne a déployé un SAB 340 Airborne Warning and Control System, qui est l'équivalent suédois du SAB de l'avion américain de détection et de contrôle avancé. En plus, un escadron de F-16 près de la frontière. Les F-35 néerlandais sont maintenant en vol. Les S-16 roumains ont également décollé. 4 drones russes ont été repérés s'approchant de la frontière polonaise près de Kovel. La Pologne est intervenue. 2 drones intrus interceptés avec succès. La Hongrie et la Slovaquie, que nous appelons des pro-russes dans l'Union européenne, c'est-à-dire des pays favorables à la Russie dans l'Union européenne, ont également fait décoller des avions de chasse. Donc même eux l'ont fait. C'est peut-être un signal d'alarme pour ces 2 pays qui sont encore parmi les derniers à acheter d'énormes quantités de gaz russe dans l'Union européenne. Nous y reviendrons plus tard. Mais ici, vous pouvez voir que 3, 4, voire 5 pays ont mobilisé leurs forces aériennes parce qu'environ 20 drones sont entrés en Pologne. Donc l'OTAN a réagi très fortement, très rapidement. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que la Pologne n'avait pas la capacité d'abattre ces drones. Vous savez, avec des équipes mobiles de défense aérienne comme l'Ukraine en a, autour des villes ou des frontières. On peut abattre ces drones avec des chasseurs et des missiles. C'est efficace, mais ça fonctionne et c'est rapide, mais c'est vraiment cher. Si la Russie envoyait 1000 drones en Pologne, vous ne pourriez pas les abattre car vous n'avez pas assez de missiles anti-aériens.
Donc oui, j'aimerais voir des unités de défense aérienne mobiles déployées dans les zones frontalières qui utilisent des moyens cinétiques. Ils utilisent des des canons anti-aériens, similaires à ceux que l'Ukraine possède parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Regardons 2 vidéos que des citoyens de Pologne, de Lublin, la partie est de la ville polonaise, étaient en train d'enregistrer. Et dans cette vidéo, on peut simplement entendre des chasseurs polonais poursuivre des drones russes. Rien de plus, juste un son. J'aimerais pouvoir vous en donner plus, mes amis, mais c'est tout pour l'instant. Une vidéo tournée la nuit à Lublin, la ville. Mais il y a encore un autre son similaire. Sinon, vous pourriez croire « Oh, c'est un avion », si vous vivez près d'un aéroport. Mais en connaissant la situation, en connaissant le contexte de cela, il s'agit de l'armée de l'air polonaise qui recherche des Shire. Je vais vous parler d'un Polonais qui s'est réveillé une nuit. Ce fut un réveil personnel pour lui. Il raconte « C'est un pour la Pologne et un pour l'ensemble de l'OTAN et de l'Union européenne. Je suis d'accord avec lui et je veux partager son message. » C'est tout. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, a-t-il dit. Il l'a dit d'une manière dont j'aimerais le dire. Donc la Pologne avait décidé de fermer la frontière russo-polonaise et la frontière biélorusse-polonaise avant cet incident. Il y a déjà 2 jours, le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé que nous allions fermer la frontière parce que la Russie mène son grand exercice militaire. Zapad, ce qui signifie Ouest 2025, c'est Zapad 2025 sur le sol biélorusse, près de la Pologne. C'est un très grand exercice. D'habitude, plus de 10 000 soldats s'y participent. Cette année, c'est un peu plus petit. Parce que, bien sûr, la guerre se déroule en Ukraine et leurs troupes s'en sont là-bas. Mais cela signifie quand même une concentration de personnel russe et de machines, de matériel militaire près de la frontière polonaise. Donc Donald Tusk, le Premier ministre polonais, dit « Nous allons fermer la frontière, c'est tout, même les liaisons ferroviaires. » Et ils vont la fermer demain à minuit, jeudi à minuit, heure polonaise. Tout sera fermé. Non seulement elle sera fermée, mais ils déploient aussi des unités militaires polonaises à la frontière. Et cela, c'était avant cet incident. Ici, on peut les voir se rendre tranquillement dans les zones frontalières, des unités militaires prêtes à être déployées, à être prêtes. Parce que la Russie organise son exercice annuel Zapad avec la Biélorussie. Cela va s'intensifier après l'incident du drone. Mais c'est là que ça devient un peu inquiétant, voire donne des airs de théorie du complot. Regardez aujourd'hui. La Pologne ferme sa frontière avec la Biélorussie à cause des exercices militaires russes et biélorusses Zapad 2025 proches. Mercredi soir, la Russie a attaqué la Pologne avec des drones. Cela semble être un test des systèmes de défense aérienne de l'OTAN et de leur capacité à abattre des drones. Je n'exclus pas la possibilité que les drones aient une fonction de reconnaissance et soient même équipés de caméras. Le fait est que la Russie commence toujours ses invasions par des exercices militaires. Ils ont fait cela avec l'Ukraine d'ailleurs en 2022, et maintenant Zapad 2025 aura lieu du 12 au 16 septembre, donc dans 2 jours. Évidemment, s'ils voulaient envahir la Pologne, ils le feraient à ce moment-là. Donc bien sûr, Donald Tusk a fermé les frontières polonaises, déployé l'armée aux frontières, et maintenant, immédiatement, la Russie envoie des drones en Pologne pour tester l'efficacité et la rapidité de l'armée de l'air polonaise. Nous ne savons pas, mais ces informations sont étrangement liées. La Russie manipule déjà l'information. À propos des informations qui sortent contre sur les Shahad en Pologne, que ce soit un accident ou non, je ne pense pas que ça en était un. Les Russes diffusent déjà le récit selon lequel ces drones sont entrés en Pologne à cause de la guerre électronique ukrainienne. Cela signifie le brouillage, par exemple, ce qui rend généralement un Shahed incapable de changer de direction s'il le brouille, s'il coupe le lien avec le contrôleur russe.
Le Shahad continue simplement tout droit jusqu'à ce qu'il tombe en panne de carburant et s'écrase quelque part dans un champ. Ensuite, de certains Shahads incontrôlés peuvent voler en ligne droite jusqu'en Pologne, mais ces Shaheeds ont volé en suivant une trajectoire en S et une ligne courbe vers la Pologne. Certains d'entre eux sont retournés en Ukraine, ce qui indique qu'ils n'ont pas été affectés par le brouillage de guerre électronique ukrainien. Bien que ce soit ce que les Russes répandent maintenant dans la panique, à savoir que ce n'est pas eux qui l'ont fait, mais les Ukrainiens. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, en ce moment, Donald Tusk et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, sont en train de discuter. Ils communiquent sans cesse au téléphone. Au moment où je fais cette vidéo, ils sont en ligne, en train de discuter de ce qu'il faut faire. L'une des options est d'invoquer l'article 4 qui convoque les représentants de tous les pays de l'OTAN pour discuter de la possibilité de prendre une action militaire défensive. Je ne pense pas que la Pologne va invoquer l'article 5, mais ils pourraient tout aussi bien invoquer l'article 4. La dernière fois qu'ils ont invoqué l'article 4, c'était le 24 février 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Donc c'est le niveau, c'est l'ampleur de la menace à laquelle nous faisons face en ce moment. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine ce jour-là, si la Pologne invoque l'article 4, ce sera la deuxième fois. Cela conclut. Pour l'instant, ces drones Shahad en Pologne, je dirais, telle quelle, cette attaque russe contre la Pologne. Je vais aussi aborder ce sujet dans la prochaine vidéo, mes amis. Mais au moment où vous la regarderez, je dois le redire, vous en saurez bien plus que moi. Alors, pardonnez-moi si cette vidéo était déjà dépassée, car je n'avais pas les informations que vous avez au moment où vous la regardez. Mais nous allons continuer sur le sujet international car, comme je l'ai dit, la Hongrie a également mobilisé sa force aérienne. La Hongrie compte parmi les pays pro-Russie de l'Union européenne et de l'OTAN, et est l'un des rares pays de l'Union européenne qui achète encore de grandes quantités de gaz russe. Maintenant, ils ont arrêté parce que l'Ukraine les y a forcés, car les Ukrainiens ont détruit le pipeline même que les Hongrois utilisaient pour importer du gaz russe, et maintenant la Hongrie fait le tout premier pas vers le gaz occidental. Je dis que je vais l'affirmer, c'est parce que les Ukrainiens les y ont forcés. Regardez, la Hongrie a signé un accord d'approvisionnement en gaz de 10 ans avec Shell. Selon l'agence de presse, c'est l'une des premières étapes pour se diversifier et s'éloigner des flux russes. Alors que la date limite fixée par l'Union européenne pour éliminer progressivement ces importations approche, l'Union européenne a fixé une échéance pour que tous les pays cessent complètement d'acheter du gaz russe. 2 milliards de mètres cubes de gaz seront livrés sur 10 ans, à partir de 2026. C'est une excellente nouvelle car la Hongrie et la Slovaquie sont encore dépendantes, comme l'était l'Union européenne, des combustibles fossiles russes. Et cela met de l'argent dans les poches russes, ce qui alimente l'armée russe. Donc c'est une très bonne nouvelle, et un grand merci aux Ukrainiens qui ont détruit l'oléoduc Druzhba, en l'attaquant une fois par semaine, au moins pendant le dernier mois. Selon lui, les approvisionnements seront livrés à la Hongrie via des oléoducs tchèques et allemands. Et je veux aussi vous montrer la carte des oléoducs de l'Union européenne. La majorité du gaz européen, via les oléoducs, est reliée à la Norvège. Actuellement, la Norvège est connectée à la Grande-Bretagne et à l'Europe continentale. Le gaz naturel liquéfié vient d'Amérique, d'ailleurs c'est très cher, mais nous l'achetons par bateau. Nord Stream, le gazoduc russe, ne fonctionne plus. Il est en panne. Le gazoduc Yamal qui passait par la Pologne. Les Polonais ont stoppé cette absurdité. Le transit ukrainien qui passait par l'Ukraine était le gazoduc Druzhba, que les Ukrainiens ont détruit. Ils bombardent cette ligne rouge ici tout le temps, la partie russe, ils la détruisent autant que possible. Les livraisons de gaz vers la Slovaquie et la Hongrie passent pas toujours par Turkstream. Ce gazoduc ici transporte le gaz depuis la Russie, puis à travers ses itinéraires vers la Hongrie et la Slovaquie. Et maintenant, enfin, la Hongrie cherche ailleurs. Mes amis, il me reste 2 parties à vous montrer dans cette vidéo, qui sera donc un peu plus longue. Je n'ai qu'un nom, Buy Me a Coffee. Que puis-je faire? Voulez-vous une liste plus longue? Inscrivez-vous sur Buy Me a Coffee, mais je vais écorcher ce seul nom maintenant. Suprême Overlord. Marik, c'est tout. Merci de t'être inscrit. Allongeons cette liste. Inscris-toi sur Buy Me a Coffee. Maintenant. Pour la rubrique du front, regardons 2 des zones les plus chaudes du front, à savoir Kupiansk et Bakrovsk. Bakrovsk, bien sûr, se trouve sur le front Est, la ville que les Russes essaient d'encercler depuis toujours.
Vous savez, c'est l'objectif principal. Et c'est exactement la même zone où, au nord de Bakrovsk, les Russes ont réalisé la percée de Dobropilia. Ils l'appellent ici la percée des années lapins. Maintenant, les Ukrainiens ripostent. Depuis le déploiement du premier corps Azov ici, les Ukrainiens ripostent presque partout. Sur cette carte précise, les zones jaunes sont des zones grises et les zones bleues sont les zones contrôlées par l'Ukraine. Et comme vous pouvez le voir, ils ont repoussé la percée de Dobropilia, et aussi depuis le sud de cette percée, ils sont en train de se connecter à Razinia, ce village juste ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien indiqué avec une flèche montrant la direction de l'attaque ukrainienne. Ils essaient de repousser la partie nord-est de Prokrovsk. Il n'y a plus de menace d'encerclement désormais. Et le dernier village que les Ukrainiens ont effectivement libéré était Novo-Ekonomachno. Vous pouvez voir ce village juste ici. Une partie se trouve encore dans la zone grise, mais la majorité est contrôlée par les unités ukrainiennes. Maintenant, je regarde aussi une autre carte parce que cette carte me donne une idée des unités des forces armées russes qui sont déployées ici. Parce que les Russes déploient maintenant plus de troupes sur l'axe de Pakrovsk pour tenter une nouvelle fois de réaliser une percée. Vous savez, ils déploient donc des dizaines de milliers de soldats ici en ce moment. Tout le monde s'attend à une attaque massive. Nous ne l'avons pas encore vue. Gardez cette autoroute en tête. Et ces 4 unités ici, elles sont à l'arrière du front. Ce qui veut dire qu'elles ne participent pas activement à la ligne de front. Vous savez, dans la guerre de tranchées, elles ne sont pas frappées par des drones, vus à la première personne pour le moment. Mais ces 4 unités ici sont toutes des divisions ou brigades de marine ou aéroportées, brigades aéroportées. 177e régiment séparé de marine, 336e brigade séparée de marine, 40e brigade d'infanterie navale et 61e brigade d'infanterie navale. Maintenant, ces 4 brigades ne sont pas des forces spéciales ou des unités d'élite, mais ce sont des unités d'infanterie. En plus, ils bénéficient de meilleurs équipements, nourriture, eau, munitions et soins médicaux. Et ils ne sont pas envoyés pour faire face aux assauts. C'est toute la différence. Cela veut dire que ces gars seront envoyés après les vagues de chair à canon. Quand les défenseurs ukrainiens auront déjà épuisé leurs munitions et qu'ils seront hors de position, alors ces marines et troupes aéroportées seront envoyés pour réellement prendre de nouvelles positions. Donc cela signifie que la Russie prévoit de recommencer à pousser activement dans cette zone. Parce que, en ce moment, ce sont les Ukrainiens qui ont l'initiative sur ce secteur nord de Bakrovsk, pas le sud, mais seulement le nord. Et ils essaient de repousser tout ce saillant. Les Ukrainiens essaient de faire cela. Mais maintenant, les Russes ont rassemblé quelques réserves ici, comme vous pouvez le voir, l'infanterie navale. Allons aussi sur le front nord-est, qui est Kupiansk. Maintenant, Gerasimov, le chef d'état-major des forces armées russes du ministère de la Défense, a affirmé que Kupiansk est semi-encerclé. Je dézoome pour que vous voyez où c'est. Ici, Kupiansk. Je vais zoomer. Est-ce que cela vous semble semi-encerclé ? Pas à moi. Gerasimov a menti, simplement parce qu'on lui avait menti, car les commandants locaux mentent sur la situation. Vous pouvez voir que les Russes attaquent et essaient d'encercler cette ville, mais les Ukrainiens tiennent à leur position. Ils ont de bonnes positions défensives et les Russes subissent d'énormes pertes ici. Et je veux vous lire un rapport d'un propagandiste militaire russe, Yuri Podaliaka, sur l'axe de Kupiansk. Et pourquoi le chef d'état-major des forces armées russes dispose de mauvaises informations. À propos de cette zone, il devrait savoir, c'est le chef d'état-major. Mais c'est faux, même nous pouvons le voir. Je n'ai pas besoin d'être chef d'état-major russe pour le voir. L'axe de Kupiansk tient bon. Regardez, nos unités ont essayé tout l'été d'encercler et de capturer Kupiansk, mais cela n'a pas pu être accompli. Par conséquent, Valery Gerasimov a déclaré que Kupiansk est encerclé et partiellement capturé. C'est, pour rester poli, inexact. Il a été mal informé et cette question doit revenir au service compétence. Comme l'a montré l'expérience, nos problèmes au front sont liés aux mensonges au niveau des commandants locaux, qui sont transmis vers le haut à travers les échelons. Nos unités sont envoyées à l'assaut sans soutien suffisant de l'artillerie et de l'aviation, ce qui cause des pertes injustifiées. Et au final, nous n'avons pas réussi à atteindre notre objectif. Encore une fois, Valery Gerasimov a affirmé que Kupiansk est encerclé. Voici Kupiansk.
Vous voyez donc à quel point le mensonge affecte les Russes. Parce que lorsque Kupiansk est encerclée, attaquez, 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 prenez-la. Eh bien, d'où allez-vous attaquer? Elle n'est même pas encerclée d'un côté, et l'ordre politique a été coupé. Ils vont envoyer les troupes et faire face aux assauts, mais elles seront détruites. Et maintenant, pour le dernier segment, mes amis, l'économie russe, qui comprend également la raffinerie de pétrole Bingo. Je veux vous montrer la liste des raffineries de pétrole frappées au cours des 36 derniers jours, donc un mois et une semaine. Il y a 10 raffineries de pétrole. Novokupichevski, Ryazan, Afipski, Saratov, Volgograd, Zizransky, Nova, Shektinsky, Koibichevski, Krasnodarsky et Ilski raffineries de pétrole. Et les voici sur une carte. Elles représentent une grande partie des capacités de raffinage russes, bien plus de 15%. Et vous pourriez penser que 15% ce n'est pas beaucoup, mais 15% c'est suffisant pour créer d'énormes files d'attente dans les stations-service et pour que certaines stations tombent complètement à sec. Regardons cela de plus près. Par exemple, l'Abkhazie occupée par la Russie et les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk occupées par la Russie. En Abkhazie, ils ont déclaré qu'il ne reste plus que 92 et Yevro 5. Ce sont les essences de la plus basse qualité. Tous les autres types sont complètement épuisés. Il n'y a plus rien. Les prix ont également explosé. Mais la crise du carburant à Donetsk, Louhansk est encore pire. Les revendeurs sur le marché noir vendent l'essence à 9 $ le gallon. C'est comme des unités américaines ici pour que les Américains comprennent 9 $ le gallon pour un pays, dont le salaire médian est, corrigez-moi si je me trompe, mais de 400, 500, 600 $ par mois. Donc ce sont des prix énormes pour la Russie. Ce sont des prix fous, comme s'ils montaient jusqu'à la Lune. De nombreuses stations-service dans certaines régions sont à sec, avec de longues files d'attente. Tu ne peux pas utiliser ta voiture, tu dois prendre ton vélo, c'est tout. La situation est devenue tellement grave qu'une région en particulier, la Pachkiri, le gouverneur de cette région, a signalé qu'il souhaite passer en mode de mobilisation. Je pense que c'est une erreur de traduction. Je crois qu'il veut dire mode de guerre. Cela donne aux gouvernements locaux plus de pouvoir sur les affaires civiles. Et si la situation est assez grave, cela justifie en partie nos actions. Nous sommes en mode guerre. Nous pouvons avoir des pénuries et des déficits de tout. Eh bien, ils ont des pénuries et des déficits d'essence et de diesel dans les stations-service. Mais eux sont en mode paix, donc ça n'a pas de sens. Ils souhaitent être la première région, le premier gouverneur d'une région, à sortir avec cette information. Nous voulons passer en mode guerre. Il serait alors logique d'avoir ces déficits et de dire aux gens « Désolé, nous sommes en guerre. Nous ne pouvons pas vous fournir d'essence. » Je pense que ces régions seront beaucoup. Il y aura beaucoup plus de régions comme ça en Russie à l'avenir qui voudront passer en mode temps de guerre. Parce qu'il n'a pas de sens de dire aux gens que nous n'avons pas d'essence ou de diesel. C'est une véritable crise, mais c'est le temps de paix. Il n'y a aucune justification à cela. Mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces séquences dans la vidéo d'aujourd'hui. Je présenterai ces séquences dans la prochaine vidéo vendredi. Soyez aussi de retour. Ensuite, nous pourrons revenir sur l'attaque en Pologne et voir si la Pologne a invoqué l'article 4 ou l'article 5. Je ne pense pas qu'ils le feront, mais nous en parlerons. D'ici là, mes amis, abonnez-vous. Et comme toujours, Slavo Okrini et au revoir.